Bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais échanger avec une dame, Petronile Waweka Rutaya. Vous allez la découvrir. C'est une des femmes qui a été au front, qui a échangé avec des groupes rebelles, avec des groupes armés. Aujourd'hui, nous échangeons avec elle dans le cadre de sa grande mission de médiatrice de la paix. Madame Petronile, bienvenue sur ce plateau. Merci Steve. Alors je disais que vous êtes l'une des femmes aujourd'hui, peut-être dont on n'en parle pas en République démocratique du Congo. Pourtant, vous êtes ces grandes légendes du pays qui ont fait parler d'elle. Petronile Waweka Rutaya, vous êtes donc médiatrice de la paix. Vous avez œuvré 8 ans durant en Ituri. Dites-nous précisément quel était votre travail de médiatrice de la paix. En quelques mots, je peux dire que mon travail consistait à négocier avec les groupes armés, surtout leurs chefs. D'abord, c'était à l'arrêt des hostilités, parce qu'il y avait la guerre et tous s'affrontaient. Je demandais à ce qu'on puisse arriver justement à l'arrêt des hostilités, donc qu'il n'y ait pas de guerre, qu'il n'y ait pas de bataille, qu'il n'y ait pas d'affrontement. Et ensuite, c'était négocier la démobilisation, soit ceux qui voulaient entrer dans l'armée ou ceux qui voulaient rentrer dans leur communauté. Et aussi, j'ai négocié avec les communautés des groupes armés pour qu'il y ait la paix. Et souvent, j'ai négocié avec les groupes armés pour ne pas faire souffrir, donc pour ne pas harceler leur propre communauté. Donc votre travail en fait est celui d'aller auprès de ces groupes armés et échanger avec eux. Oui, c'est la mission que je m'étais assignée pour avoir la paix en Ituri. Comment est-ce que vous êtes arrivé justement? Dans quel contexte est-ce que vous avez commencé cette mission? La mission, comme toujours chez moi, je ne cherche pas. Mais souvent, je suis sollicitée ou poussée à entrer dans une action qui, quelquefois, au début, je n'accepte pas. Donc, j'étais dans l'humanitaire avec Oxfam Grande-Bretagne. Et c'était en pleine guerre interethnique Hemalendu. Bon. Et comme la guerre ne s'arrêtait pas, en tant qu'humanitaire, j'étais chargée de hygiène, eau et assainissement dans les camps de personnes déplacées. Et j'ai initié aussi à ce moment-là des centres nutritionnels pour des enfants dont les parents étaient en déplacement et qui n'arrivaient plus à nourrir leurs enfants. Donc il y avait des enfants qui avaient le kwashiorkor. Et comme la guerre ne s'arrêtait pas, notre responsable régional a demandé si on ne pouvait pas faire un programme pour la paix, pour voir si on ne peut pas réconcilier les personnes qui sont en conflit. J'ai mis 8 mois pour accepter cette mission. Mais à la fin, comme la guerre ne s'arrêtait pas, j'ai parlé avec mes enfants qui n'étaient même pas adolescents, ils étaient encore à l'école primaire. Mais ces enfants m'ont dit, maman, pourquoi tu n'acceptes pas? J'ai dit, mais vous voyez la guerre? Qu'est-ce que je vais faire? Et mes enfants m'ont dit, maman, vas-y, Dieu va t'aider. Et je me suis lancée. Et j'ai abandonné ces enfants parce quand on travaille comme médiatrice, quand on travaille dans la guerre pour faire la paix, on n'a plus le temps pour sa famille. Selon vous, qu'est-ce qui a fait à ce que cette proposition soit portée sur votre personne? Mais d'abord, ce n'était pas porté sur moi parce qu'on avait la réunion du staff qu'on avait régulièrement chaque matin ou avant ou après la rentrée d'une mission. La question était lancée au staff. Évidemment, mes collègues avaient eu peur parce que nous savions ce que c'était cette guerre. Et moi, j'ai eu le malheur de dire que c'était possible. Je ne pensais pas que cette mission me serait confiée. Et c'est alors que notre responsable a dit, mais Petronile, puisque tu as dit que c'est possible, est-ce que tu ne peux pas réfléchir sur la question? J'ai dit non. Vous avez posé une question dans la réunion. J'ai répondu, mais cela ne signifie pas que moi, je vais me lancer dans cette aventure. Et il m'a dit, Petronile, tu réfléchis.
Et c'est ainsi que j'ai réfléchi pendant 8 mois. Entre-temps, les tueries continuaient, la guerre continuait. Les familles, le nombre de familles déplacées devenait de plus en plus nombreux. Et c'est ainsi qu'à la fin, j'ai été dedans. Alors, à quel moment est-ce que vous avez senti, aux 8 mois de réflexion, vous aviez dit, à quel moment est-ce que vous aviez senti que, tiens, ça, cette mission était pour moi? Parce que j'avais été dans une mission, c'était à l'intérieur, c'était dans une paroisse de Drodro, dans le territoire de Ndjougou. Et là, il y avait des familles déplacées qui étaient dans une école. Et je travaillais encore pour Oxfam. Et notre mission consistait à amener de l'eau, à aménager les sources, construire des latrines pour que ces personnes déplacées puissent vivre dans un environnement respectable. Parce que le choléra était à craindre, il n'y avait pas d'eau potable. Et c'est pendant cette mission que chaque soir, au lieu de dormir, je faisais un tour dans, disons, le dortoir où hommes, femmes, enfants étaient atassés. Et l'odeur qui sortait de ces dortoirs, ces gens qui étaient pêle-mêle, qui n'avaient plus d'habits, et tous ces enfants pauvres, il y avait des enfants qui n'avaient plus de parents. Et c'est cette vue-là, hideuse de cette guerre et de ce conflit. Et c'est au retour de là que je me suis dit, je vais y aller, advienne que pourra. Vous avez été armé de courage, d'audace, et vous vous êtes lancé. Oui. Alors dites-nous, racontez-nous un tout petit peu, quelle était la première mission que vous aviez accomplie dans le cadre de votre nouvelle tâche? Il y a eu tellement de missions. Donc à ce moment-là, quand j'ai quitté, quand j'avais accepté en tant qu'agent de Oxfam à me lancer de cette aventure de la paix, il m'a été demandé de quitter l'Oxfam. Pour eux, c'était une raison valable parce qu'en travaillant pour la paix, je peux attiser des racunes ou des haines et en restant dans Oxfam, mes collègues pouvaient être ciblés. Donc j'étais en quelque sorte sacrifié, que je pouvais y aller et que je prenne sur moi toutes les erreurs que je pourrais commettre. C'était trop tard pour que je dise que je n'accepte pas, tout en sachant que je perdais un emploi avec un salaire sûr, mais j'ai quand même accepté. Et ma première mission, je sais que c'était chez le Bahema du Nord. Il y avait un affrontement avec les Lendou. Lendou, de groupe ethnique. Oui, les Lendou de Kwandroma, Reti. Et c'est le chef dont le fils a été tué qui nous avait demandé à ce qu'on aille négocier une trêve. Parce que j'avais trouvé que c'était très courageux. Donc un chef de collectivité, de groupement, s'il vous plaît, que le fils a été tué, mais il a vu que si cela continuait, il y aurait d'autres victimes. Et ça, c'était la première mission. Et dans mes habitudes, quand je vais souvent en mission de paix, je n'y vais pas seul, j'associe aussi les autres personnes qui s'intéressent à la paix. C'est ainsi que nous avons été. Et sur le chemin, nous avons trouvé qu'il y avait des Lendou qui avaient été arrêtés. Parce qu'à ce moment-là, quand il y avait la guerre de l'Ituri, l'Ituri était sous l'occupation ougandaise. C'est que les gens ne perçoivent pas ce que c'est. C'est-à-dire que l'Ouganda avait investi l'Ituri, il y avait leur administration, leurs militaires. Donc nous, on était assujettis. Et d'ailleurs, il disait à ce moment-là, Inchi nienu oda nietu. Cela veut dire que le pays est à vous, mais c'est nous qui avons le pouvoir. Donc nous avons vécu cette situation difficile où vous, en tant que Congolais, vous êtes vraiment assujettis et les ordres et le pouvoir étaient dans la main étrangère. Et alors, en allant justement à cette négociation-là, sur le chemin, comme les gens me connaissaient, quelqu'un est venu m'avertir qu'il y avait 2 Lendou qui étaient au cachot. Et que si il arrivait le soir, ils n'étaient pas sûrs qu'ils seraient encore en vie.
Donc j'ai été chez le responsable militaire qui était à Fataki pour demander s'il peut me donner les deux prisonniers. Bon, il n'a pas accepté tout de suite, mais j'ai tellement insisté, qu'à la fin il me dit, bon, je vais te les donner. Il m'amène dans une petite maison, là où il y avait 2 personnes attachées. Il les a libérées, mais ces personnes ne tenaient pas debout. Je crois qu'il y avait plusieurs jours qu'ils n'avaient pas mangé. Donc Fataki, si on parle de Fataki pendant la guerre, il y avait une bonne cohabitation Hema-Lendu. Mais avec la guerre, les Lendu se sont retranchés chez eux et c'était les Hema qui étaient là. Donc vous voyez que 2 prisonniers Lendu, dans ces cachots de Fataki, c'était risqué pour leur vie. Et quand ils m'ont donné ces 2 otages, je devais faire au moins une 50aine de kilomètres pour arriver à l'endroit de négociation. Nous avions une camionnette avec mes collègues de la Fondation pour la paix durable, qui est une ONG que j'ai dû lancer pour continuer après Oxfam. Le risque était énorme parce que sur le chemin, il y avait 2 barrières, soit des Lendu ou des Hema. Donc, et traverser toutes ces barrières avec des Lendu, et si vous tombez sur une barrière des Hema, vous-même vous êtes ciblé. Mais nous avions quand même accepté. Et le risque était que ces prisonniers puissent fuir. J'ai demandé à ce qu'ils me donnent leur parole de ne pas fuir. Et je leur ai dit qu'on allait dans un village Hema. Donc vous voyez tous les risques. Ben, on leur a donné un peu de maïs et de canne à sucre pour qu'ils puissent se restaurer. Avoir des forces, oui. Oui, et nous sommes arrivés. Donc mon histoire est tellement longue et avec plusieurs facettes que je vous fais grâce de la suite. Mais ce n'était pas facile. Parce qu'il y a eu, quand on les a amenés des Lendu en pleine guerre, traverser des barrières et arriver avec ces Lendu dans un village Hema, en attendant que leurs frères arrivent. Donc c'était... je vous assure que ce n'est pas à refaire. C'était la situation en Ituri à l'époque. D'ailleurs, on va prendre ce petit reportage qui nous retrace un tout petit peu cette période en Ituri. Nous allons continuer notre échange. Bunia, 14 mai 2005, des armes brûlent. Ce sont elles qui, durant 5 années, ont semé la mort dans le district d'Ituri, au nord-est de la République démocratique du Congo. Elles ont fait, selon certaines estimations, plus de 60 000 victimes. Ce jour-là, devant la population locale, devant des hautes autorités du pays, la MONUC remet officiellement aux forces armées de la RDC les armes et munitions collectées depuis le début du processus de désarmement et réinsertion communautaire en septembre 2004. Ces armes ont été rendues par 13 000 miliciens qui ont choisi de dire non à la guerre. Parmi eux, Emmanuel Ngabou-Mandro. Exactement 2 ans plus tôt, en mai 2003, les rues de Bunia sont jonchées de dizaines de cadavres ramassés peu à peu par la Croix-Rouge locale. Des centaines d'Itouriens, dont de nombreux civils, ont été tués par les milices. Les premières forces de la MONUC, déployées d'urgence, permettent de protéger environ 20 000 personnes regroupées en 2 points de la ville. 1 an après ces tueries, le 14 mai 2004, à Kinshasa, les chefs de ces mêmes milices d'Ituri prennent solennellement l'engagement de désarmer leurs combattants devant le gouvernement de la République. Pour la population d'Ituri, l'acte d'engagement de Kinshasa représente un formidable espoir, mais il sera rapidement violé par certains chefs de milices qui persistent sur la voie de la guerre. Pour stopper les miliciens qui continuent à opprimer la population de l'Ituri, la MONUC effectue une série d'opérations musclées. Plusieurs camps de miliciens récalcitrants sont alors démantelés. Un nombre croissant d'entre eux comprend l'opportunité de se désarmer et trouve le courage de rendre les armes, comme Emmanuel. Pour favoriser leur retour à la vie civile ou dans l'armée nationale,
l'aide internationale est au rendez-vous. Le PNUD, l'UNICEF, la MONUC, la Banque mondiale, divers bailleurs des fonds et ONG internationales appuient les ONG et structures congolaises, comme par exemple le CONADER. Je vais désarmer parce que nous ne sommes pas condamnés pour la guerre. La guerre qui s'est passée ici à Nituri, ça ne nous plaît pas, surtout nous les chefs, parce que nous avons perdu beaucoup de nos populations qu'on devrait gérer, qu'on devrait garder jalousement. Dans l'un de ces sites de transit mis en place en Ituri pour accueillir les ex-combattants, Emmanuel va suivre les différentes étapes d'admission. Emmanuel s'est fait ensuite photographier. Toutes les informations sur Emmanuel sont enregistrées sur ordinateur et apparaissent sur sa carte de démobilisation. Voilà, alors dites-nous, est-ce qu'en acceptant cette mission, vous aviez à un moment pensé à votre famille, à la sécurité de votre famille? Bon, au début, oui. C'est pour ça que j'ai mis 8 mois. Mais quand je l'ai accepté, je n'ai plus pensé à la sécurité de ma famille. Pour cause, notre maison a été détruite. Et mes enfants, ils ont failli y perdre tous la vie. Heureusement que j'avais eu la présence d'esprit de leur demander de quitter vite la maison quelques minutes avant que le pillard investisse notre maison. Donc ils ont tout laissé, ils ont erré dehors, ils passaient la nuit sous le manguier. C'était une attaque ciblée? Oui, c'était ciblé. Parce que quand vous travaillez pour la paix, il faut vous attendre à ce que les ennemis de la paix ne soient pas contents. Parce que vous travaillez contre leurs intérêts. Et vous savez que la guerre, il y a des personnes qui gagnent. Il y a des intérêts énormes dans tous nos conflits, dans toutes nos guerres. Alors ce sont ces personnes-là qui n'acceptent pas que leur intérêt soit, comment je peux dire, soit jugulé, quoi. Alors, quelle était l'approche que vous utilisiez pour arriver à vos fins? Vous échangez avec des groupes rebelles, vous échangez avec des groupes armés. Quelle est l'approche que vous utilisiez? Je sais que je n'avais qu'une approche. J'étais une femme désarmée devant des hommes armés, des tueurs, des violeurs, des assassins. Mais j'allais chez eux sans armes, parce que je savais que si il fallait que j'utilise les armes, ils étaient plus forts. Alors, j'y allais tout à fait désarmée. J'étais une autorité après. Quand j'étais autorité, j'étais très désarmée. Et j'avais quand même une certaine humilité parce que je savais que ce que j'allais leur demander, c'était l'humanisme qu'ils ont à eux. Et vous avez trouvé également cet humanisme en ces hommes et femmes au sein de ces groupes rebelles? Bien sûr. L'homme reste l'homme. Dans l'homme, il y a toujours le bien et le mal. Et quand un homme, ça c'est l'expérience que j'ai eue avec les groupes armés pendant la guerre, quand l'homme bascule vers la violence, il ne perd pas sa nature humaine. Et c'est là que j'ai joué. J'étais cherché dans le fond de tous ces assassins, de ces violeurs, de ces conflits immondes, ce qui était humain, la compassion humaine, ce qui avait encore de l'amour pour la vie. Vous aviez par exemple été également au front, vous avez concouru, grâce à vous, il y a d'ailleurs un otage marocain qui a été libéré. Racontez-nous un tout petit peu cette histoire. Bon, cette histoire, je vais essayer de donner le résumé parce que c'est une longue histoire. Donc, à ce moment-là, j'étais commissaire de district. Et comme je devais travailler à la restauration de l'autorité de l'État, parce que vous savez que dans un conflit, dans la guerre, il n'y a plus l'autorité de l'État. À ce sens qu'il n'y avait plus une police, plus d'armée, plus de prison, et même l'appareil judiciaire n'existait pas. C'est ainsi que, en négociation avec la communauté internationale, nous avions commencé par la restauration du tribunal de l'Ituri. Et le jour de l'inauguration, j'étais très contente là. Et,
quand on a fait les discours, qu'on a coupé les rubans, maintenant nous devions trinquer, prendre un verre. Et moi, je prenais toujours un sucré, donc une boisson sucrée. Quand j'ai pris le verre, avant que je porte le verre en toast, mon téléphone a sonné et c'était l'autorité de Kinshasa qui m'informait qu'il y a un Marocain, un contingent marocain de l'ONU, donc MONUC à l'époque, oui, qui était pris en otage. Et puis, il me dit, Pétronille, c'est très risqué. Si tu sens que tu ne peux pas y aller, n'y va pas. Qu'est-ce que j'ai répondu? J'ai dit, bon, puisque vous m'en parlez, c'est un ordre. Je vais y aller, quel que soit le danger. Il me dit, mais fais attention à toi. J'ai dit, il est trop tard que je fasse attention à moi. Alors j'ai dit, excusez-moi, Excellence, je vais chercher le moyen, je vais réfléchir sur la stratégie que je vais mettre sur pied. Bon, je me suis retiré directement dans mon bureau pour échafauder un plan. Normalement, quand je vois dans le monde la libération des otages, avec l'expérience que j'ai eue à Ituri, je constate qu'il y a beaucoup d'erreurs. Et ces erreurs poussent à ce que certaines personnes, qui soi-disant qui vont à la libération des otages, soit eux sont tués, ou les otages sont tués. Alors moi, qu'est-ce que je faisais? Si je dois aller libérer un otage, je cherche moi-même un otage. Et l'otage ne sait même pas qu'il est mon otage. Je suis la seule personne à savoir que j'ai mon otage aussi. Et c'est avec cet otage que je vais à la libération de l'autre otage. Ça, c'est la stratégie que j'ai souvent utilisée. Alors maintenant, j'ai demandé un contact. Comme mon otage connaissait les ravisseurs, le contact a été établi et on m'a envoyé un émissaire qui est venu sur la grande route et j'ai demandé à la MONUC, à l'époque qui est MONUSCO aujourd'hui, de ne pas me suivre. Et ça, c'est une des erreurs. Quand on envoie quelqu'un à la libération des otages, il ne doit pas être suivi. Parce que là, il éveille, comment je peux dire, la suspicion. Alors on m'a envoyé quelqu'un qui m'a reçu, je lui ai parlé des otages, de l'otage, et il m'a répondu qu'ils l'ont, cette personne, mais qu'ils ne vont pas le remettre. Alors je lui ai fait voir que le risque n'est pas seulement l'Ituri, mais notre pays, parce que là, ils vont nous confronter à un autre pays qui est le Maroc, qui est un pays ami, et que c'est notre gouvernement qui pourrait avoir des ennuis. Les enjeux étaient plus grands. Oui, et qu'ils croient que c'est un jeu, mais ces jeux peuvent coûter plus cher, pas seulement à l'Ituri, mais au niveau international. Alors il me dit, bon, on va réfléchir, on va t'appeler. Heureusement qu'il s'est enfoncé dans la brousse. À un tournant, je trouve que la MONUC, comme j'avais traîné, ils ont envoyé des chars. Et si celui-là avait aperçu ce char, peut-être qu'il était accompagné, et là il allait avoir des échanges de tirs, et je ne crois pas que je serais maintenant devant vous. Vous aurez été victime. Oui, et nous tous, et pas seulement moi. Parce qu'il y a toujours, dans ce genre d'échanges de feu, il y a toujours des dégâts collatéraux, certainement. Alors, rentré, bon, j'ai repris mon travail, parce que si on vous dit qu'on va vous appeler, et c'est aussi la confiance qui joue. Si on vous dit qu'on va vous appeler, alors là, il faut vraiment éviter de le rappeler, de penser que vous pouvez faire pression, etc. C'est vraiment une mauvaise tactique. Je suis rentré, j'ai repris mon travail comme d'habitude, mon travail administratif de commissaire des districts. Et un jour fatigué parce qu'il y avait des dossiers difficiles, lourds, et des décisions difficiles à prendre. Alors fatigué, je suis rentré. À ce moment-là,
J'habitais dans un couvent des sœurs canossiennes, parce que je n'avais plus de maison et puis j'étais ciblée. Alors, entrer dans ma cellule, vous savez que chez les religieux, ce sont des cellules, un lit avec une petite table. Je m'étais apprêtée pour dormir, donc à pyjama. À 21h, mon téléphone sonne et un émissaire de groupes armés qui me dit « Venez chercher votre otage ». À 21h, pendant que la situation, on était en pleine guerre, conflit, j'ai réfléchi. Le temps que je réponde, lui, il continue. Si tu ne viens pas, tu vas les trouver demain morts. Et eux ne blaguent pas. J'ai dit, ok, je viens, sans savoir comment. J'étais en ville, la nuit, là où il n'y avait pas l'électricité. Comment je vais aller dans cette brousse-là pour chercher cet otage? Et surtout que vous devrez y aller seul dans votre tactique. Et voilà. Bon. Et j'étais dans mon lit. J'ai pas eu le temps de m'habiller, j'ai mis seulement une babouche, j'ai attrapé un tricot là, pour le froid. Je me suis mise à réfléchir. Dans ce cas-là, on réfléchit en vitesse. J'ai appris à réfléchir au quart de tour. J'ai appelé le garde-corps de la directrice de la MONUC. J'ai dit, bon, je l'appelle, je dis, est-ce que tu peux venir maintenant? Il dit, mais Pétronille, tu m'appelles la nuit. Il est presque 21h30. J'ai dit, en tout cas, c'est urgent, viens. Et comme ils avaient confiance, ils savaient que je ne pouvais pas appeler pour rien. Et quand il est arrivé, je lui ai dit, bon, tu me conduis dans un camp militaire là, de l'ONU. On va trouver quelqu'un qui pourrait me conduire pour aller chercher l'otage. Il dit, quel otage? Je dis, mais le Marocain qui est disparu là. Il dit, ok Pétronille, je t'amène. Et ces gens-là parlent anglais et moi je ne parle pas anglais. Alors lui a fait la traduction. Il m'a amené dans un camp de contingent, je crois que c'est Bangladesh. Après discussion, il est 22h. Il est 23h, parce qu'eux aussi ne comprenaient pas. Pourquoi sortir une Jeep militaire avec un chauffeur pour m'accompagner? Est-ce que ce n'est pas un traquenard? Est-ce que ce n'est pas un coup fourré? Donc, pendant qu'eux discutent, à la fin, ils m'ont donné une Jeep avec un chauffeur qui parle anglais, moi français. Encore interdiction, je leur ai dit, ne nous suivez pas. Quelque temps après, de la brousse, on m'appelle, est-ce que tu viens ou tu ne viens pas? Je dis, je suis déjà en chemin, je viens. Ils ont dit, ok, on va t'apporter ton otage. J'ai dit, mais je suis quel chemin? Ils m'ont dit, bon, tu prends telle route. Donc c'est eux qui te guident, hein. Toi tu vas à l'aveuglette en pleine nuit. Et sans savoir si toi-même tu vas rentrer vivant. Et l'autre à côté de moi était militaire. Je lui ai fait par des gestes que son fusil là, qu'il n'utilise pas. Il l'a mis sous les coussins de la Jeep. Alors, arrivé quelque part, je ne pouvais pas. En pleine nuit, il vous appelle pour vous dire maintenant, descendez de la Jeep. Je vous assure. Mon chauffeur ne voulait pas descendre. Je lui dis, je descends. Il dit non. Je dis, je descends. Et je suis descendu. Comme il est militaire, si on tirait sur moi, c'est lui qui allait expliquer ce qui est arrivé. Il descend aussi de son côté. Et le porte-parole de groupe armé qui me disent, bon, laissez la lumière de la Jeep allumée et mettez-vous devant pour qu'on puisse vous identifier. On s'exécute. Imaginez que nous sommes en pleine brousse, dans la noire, il est des erreurs. Le coup de feu venir n'importe où, et l'otage, vous ne l'avez pas encore vu. Et puis il nous demande maintenant vous avez identifié, avancez. Nous avons avancé près de 10 à 20 mètres, et puis il nous dit encore, arrêtez-vous là. À Bunia, il fait froid la nuit. On s'est arrêté, et puis très loin, ils ont fait le jeu de torches, et puis se sont approchés avec l'otage. Imaginez
Depuis 23 heures, je suis dans une tension terrible. À la fin, ils amènent l'otage et les discussions commencent. Souvent, pour les otages, on demande de rançon. Et moi, chaque fois, j'ai été libérer les otages sans rançon. Parce que je n'avais rien. N'oubliez pas que j'y allais en tant que femme désarmée devant des hommes armés. Ils ont dit, voilà, on te remet l'otage et toi, tu nous donnes quoi? J'ai dit, j'ai rien. Vous savez que je n'ai rien. Nous sommes une administration dans la guerre, nous n'avons pas l'argent parce que vous avez confisqué tout l'argent. Parce qu'à cette époque-là, tous les postes de douane, tous les bureaux qui pouvaient apporter de l'argent à l'État étaient dans la main de groupes armés. Et nous, de l'administration, nous n'avions rien. J'ai dit, mais c'est vous qui avez l'argent, je n'ai rien à vous donner. Et puis, ils m'apprennent quelque chose que je ne savais pas. Ils me disent, bon, tu as amené un Bangladesh là. Quand ils sont venus faire leur reconnaissance, ils sont tombés sur le nôtre qui était en moto. Ils ont ravi leur moto. Et dans cette moto, il y avait quelques grammes d'or. Je dis, moi, j'ignore. Il dit, ben, si tu nous ramènes ne fût-ce que la moto et l'or, tu nous donnes ta parole que tu vas nous ramener, parce qu'on sait que tu es une femme de parole, tu vas nous ramener la moto et l'or, mais nous, on te donne l'otage. Certains ont dit non, il faut qu'elle nous amène d'abord la moto et l'or, et puis on lui donne l'otage. Je vous assure, cette nuit-là, jamais je n'ai été dénigré autant. Les assassins, les violeurs et tous ces gens-là, toutes les personnes droguées ou qui ont versé dans le mal, souvent ils vous poussent à réagir pour qu'ils se donnent la raison de vous éliminer. Vous gardiez votre sang-froid. Ah oui, mais ce n'était pas facile parce que j'étais crispée comme ça et j'avais les épaules qui étaient... Ma tête était rentrée dans les épaules pour que je me contienne. Il fait froid, c'est le Il fait froid avec tous les insultes, les dénigrements. Jamais j'étais insultée comme ce soir, comme cette nuit-là. Mais j'ai gardé mon sang-froid jusqu'à la fin. Et puis il y en a un qui me dit, bon, on lui donne l'otage, mais tu nous ramènes notre moto avec l'or. J'ai accepté parce que qu'est-ce que je pouvais faire? Ou sauver cette personne qui certainement, s'il le gardait demain, ils vont l'éliminer. Il n'était pas à la première personne ou au premier militaire de l'ONU éliminé. On en avait déjà tué quelques-uns et celui-ci ne faisait pas le poids. J'ai dit, ok, je vous l'amène. Ils disent quand j'ai dit, bon, il faut d'abord que je cherche cette moto, qui sont les personnes qui ont fait la patrouille, que je trouve d'abord la moto et puis je vous la ramène. Il dit, ok, alors on va t'accompagner. Je vous assure, quand ils m'ont remis l'otage, avec tout le stress, ma première réaction était de gifler ce Marocain, vraiment. Et quand on vous dit que travailler pour la paix c'est facile, c'est pas vrai. Si vous investissez votre personne, que vous-même, vous êtes en pleine guerre, il y a des tensions terribles. Et vous-même, vous vivez dans des situations où ça vous demande, quelquefois, ça dépasse votre capacité de gérer la situation. Mais vous n'avez pas le choix parce que votre vie en dépend. Mais je me suis retenue pour ne pas le gifler. Et quand il est venu m'embrasser pour me dire merci, dans mon cœur, je l'ai aussi insulté, mais je ne l'ai pas dit, mais bon. Et puis après, ils ont dit, bon, on t'accompagne au véhicule. Et ils nous ont accompagnés. Là, on était devenus des amis. Ils parlaient, la tension était tombée, on parlait de choses et d'autres, on se disait même des blagues, c'était convivial. Mais à un certain moment, leur téléphone a sonné. Ils ont dit, bon, excuse-nous, madame, on nous appelle, il y a une urgence. Et tout le groupe se retire. Encore heureux. Parce qu'à un tournant, il y avait encore les chars de la MONUSCO qui nous suivaient.
si on s'était croisé avec le char, là ils allaient tirer, parce qu'ils allaient, se rendre compte que j'ai trompé et que j'étais venu avec leurs ennemis, avec lesquels il y a des affrontements qui sont les éléments de l'ONU. Là, ils allaient tirer sans réfléchir. Je vous assure encore une fois. Attention. La tension est montée. Je dis, mais je vous avais dit de ne pas venir. Heureusement qu'ils étaient rentrés. Et je rentre, je prends l'otage dans la Jeep avec le chauffeur. Lui n'a rien dit. C'est moi qui parlais. Et nous sommes rentrés là où nous avons pris la Jeep. Mais comme toujours, ceux qui se sont sacrifiés ne sont pas reconnus. Directement, les militaires, tous les gens de la MONUC à l'époque se sont mis à se faire photographier avec l'otage. Et moi, j'étais dans mon coin, on ne m'a même pas offert une tasse de thé. C'est pas facile quand on travaille pour la paix. Mais moi, je sais que je l'avais fait pour mon pays parce que il fallait que je donne cette image-là quand même de personnes respectables. C'est le patriotisme qui vous animait et entre-temps... Non, c'est pas. Le patriotisme pour moi, c'est un... Pour moi, le patriotisme est très abstrait. Pour moi, c'est l'amour du pays. Mes parents m'ont appris à aimer ce pays. Et je l'aime vraiment de tout cœur. Entre-temps, vous êtes au front, en train d'échanger avec les groupes armés. Dites-nous, où se trouve votre mari? Où se trouvent vos enfants? Ah, là, c'est une histoire. Donc, quand je m'étais engagée, mon histoire a eu plusieurs facettes. À l'entrée de l'AFDEL à Bunia, avant que j'ai même l'idée de travailler pour la paix, on nous avait pillés parce qu'on nous a pillés pour la 1e fois et à la fin on a tout détruit. Donc aujourd'hui nous sommes des personnes qui sont sans abri. Nous n'avons nulle part pour dire ici c'est chez nous parce que nous avons plusieurs fois perdu tous nos biens pendant la guerre. Alors mon mari avait du poisson et c'est moi qui lui ai conseillé qu'il aille vendre ça à Kisangani parce que Bunia était en guerre et que Kisangani était encore libre. Il est parti vendre son poisson en avion. 2 jours après, AFDEL entre et j'étais séparée de mon mari pendant 7 ans. Lui ne savait pas où nous étions et nous ne savions pas là où il était. Et c'est après 7 ans, ici à Kinshasa, que vous vous retrouvez. Nous nous sommes retrouvés encore d'une façon très romantique. Vous allez permettre maintenant que nous puissions prendre ce condensé qui nous présente un tout petit peu également ce que vous étiez. On se retrouve tout de suite après. C'est une journée particulière pour les femmes du petit village de Ngando, à l'est de la République démocratique du Congo, car elles reçoivent la visite d'une personnalité de marque, Petroni Vaveka, commissaire de district de l'Ituri. C'est là son titre officiel, mais ici, tout le monde l'appelle simplement Mama Ituri, un titre respectueux pour une femme courageuse. Pendant la guerre civile, elle n'a eu de cesse d'établir le dialogue entre les parties prenantes au conflit. Dans son combat pour la paix au Congo, Petroni Vaveka possède un seul pouvoir, celui de la parole. Mama Ituri incarne ici l'espoir des hommes, car la guerre a été terrible à Ngando. Le village se trouvait exactement en ligne de mire entre les milices ennemies Emma et Landu. Les 3/4 de ces 1000 habitants ont été assassinés ou chassés. Souvent je sors, je quitte la ville pour aller saluer. C'est pour rien faire que saluer les gens. Pour dire que je pense à eux et que je suis avec eux. Et les encourager dans ce qu'ils font. Parce que ce sont ces villageois qui travaillent pour que la ville puisse manger. La paix, la mission de Petroni Vaveka. Elle attend son avion dans l'aéroport de Bunia. L'ONU l'a prié de servir d'intermédiaire entre 2 milices ennemies au nord du district. Elle quitte une ville qui, tout récemment encore, était considérée comme l'un des endroits les plus dangereux du monde.
Aujourd'hui, Bunia semble presque paisible. Ces hommes travaillent maintenant comme transporteurs à vélo. Eux aussi sont d'anciens soldats miliciens, tout comme Roger. Mais ils ont un problème et Mama Ituri doit les aider. Ils se plaignent à la commissaire de district que leur maigre salaire leur est constamment confisqué à des barrages routiers illégaux. Petroni Vaveka promet de s'en occuper immédiatement. Petite fille déjà, elle a appris à ne jamais éviter les conflits, déclare Mama Ituri. Aujourd'hui, qu'est devenue Madame Petroni, médiatrice pour la paix? Aujourd'hui, donc comme on dit toujours, nul n'est prophète dans son pays. Aujourd'hui, je suis très peu utilisée en RDC, mais dans le monde, je suis souvent invitée à des conférences avec des sujets de maintien de la paix, expérience de négociation avec les groupes armés. Et je passe dans les universités, je passe devant des ONG qui travaillent pour la paix, devant plusieurs personnes engagées pour la paix dans le monde. Vous vous sentez délaissé par votre pays? Bon, délaissé, je crois que ce sont des mots. Je n'aime pas utiliser de mots terribles là. Disons oubliés. Oublié. Mais pourtant, aujourd'hui, vous croyez qu'avec tout ce qui se fait aujourd'hui dans le pays, vous pourriez également apporter votre expertise. J'ai un principe. Il faut vous vendre, Pour par exemple. vivre heureux, il faut vivre caché. Et j'adore me cacher. Et je suis une vraie femme qui aime être invitée pour faire quelque chose. Et quand on m'invite, j'y vais. Mais quand je ne suis pas sollicitée, je ne me mets jamais à l'avance. Et je ne cherche pas. Je sais que je ne me vends pas. Votre dernier mot? Mon dernier mot est que je pense que ce qui se passe maintenant dans notre pays, il y a plein de conflits un peu partout. Mais c'est la manipulation. Même la guerre de l'Ituri dont on disait que c'était la guerre Hemalendu. Mais si on regarde derrière, il y a une vaste manipulation même internationale. Et souvent même ceux qui sont aujourd'hui des groupes armés, qui sont des personnes, comment je peux dire, détestées, ils sont victimes. Ils sont victimes de cette manipulation. Et je crois que tout ce que nous devons faire, c'est avoir ce courage d'aller négocier avec eux et de chercher dans leur cœur, dans leur fort intérieur, cet humanisme, cet amour pour le pays. Petroni Vaveka Orotaya, je rappelle que vous êtes médiatrice pour la paix. Vous avez œuvré 8 ans durant pour la paix dans l'Ituri. Merci, d'une manière ou d'une autre, pour ce que vous avez fait à l'époque. Et on ose croire une fois de plus que votre expérience pourra servir pour les jours à venir ou pour les conflits, n'est-ce pas, que connaît aujourd'hui le pays, la République démocratique du Congo. Merci d'avoir été notre invité. Merci Steve. Je vous retrouve prochainement avec un nouvel invité pour parler également de notre sujet. Merci.